En fonction des époques, l'art change. Quand on regarde son évolution à travers le temps, c'est plutôt facile de s'en rendre compte. Pourtant, qu'on le regarde, l'écoute ou le ressent, c'est une notion qui reste difficile à définir. Ce qui est considéré comme art pour une génération peut être incompréhensible pour la précédente, comme s'il était en perpétuelle évolution. Sans compter que c'est une notion qui est si subjective que les personnes d'une même époque peuvent ne pas être d'accord sur ce qui relève de l'art ou non. Mais c'est peut-être justement ça qui en fait de l'art. Parce que l'art, c'est pas seulement confiné au musée, il est partout autour de nous. À un tel point que ça devient compliqué de trouver la frontière entre ce qui est art et ce qui ne l'est pas. C'est un concept aux limites si flou qu'on arrive machinalement à la question « c'est quoi l'art en fait ?» Alors, n'ayant qu'une vague idée de ce que peut être l'art, je me suis rendu compte que c'était pas si simple de définir un concept si compliqué. On a bien les définitions des différents dictionnaires, mais pour être honnête, elles m'ont pas forcément aidé. Parce qu'en plus d'être souvent trop longues, elles restent assez peu précises. Mais pourtant, elles ont toutes deux choses en commun. En premier, l'art est forcément une création humaine, il suppose une action consciente de l'homme. Ensuite, il a pour objectif de provoquer une réaction chez son spectateur. Bon, ça nous avance pas beaucoup, mais au moins ça nous renseigne sur ce que l'art n'est pas. Ce qui en soi est un pas en avant. Mais c'est pas suffisant pour savoir ce qu'est l'art. Alors maintenant, je vais vous montrer ça. Vous avez peut-être déjà vu passer cette célèbre banane scotchée. Et si je vous dis maintenant que cette banane est une œuvre d'art, et qu'en plus de ça, l'un de ses exemplaires a été vendu à plus de 5 millions de dollars. C'est une œuvre d'art plutôt particulière, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Certains penseront peut-être que c'est du génie, ou d'autres que c'est un scandale, et enfin d'autres ressentiront pas grand-chose en la voyant. Mais en tout cas, ce que cette histoire nous apprend, c'est que l'art, c'est fondamentalement subjectif. L'émotion ou le manque d'émotion suscité par une œuvre est propre à chacun. Et de la même façon que la beauté est dans l'œil de celui qui regarde, définir ce qui est art ou pas, c'est très personnel. Ce manque de ressenti par la dernière personne, c'est aussi ce qui explique en partie pourquoi certaines personnes ne sont pas d'accord sur ce qu'on peut appeler de l'art ou non. Et ça, c'est un débat qui est perpétuel, peu importe les formes que l'art prend. Parce que oui, il peut prendre vraiment beaucoup de formes. Si on a parfois une vision de l'art comme quelque chose d'élitiste réservé au musée, c'est pourtant très loin de la réalité. Alors oui, certaines formes d'art sont surtout présentes dans les musées, mais ce sont loin d'être les seules. Déjà, il y a la liste des 7 arts majeurs. Tous sont très différents les uns des autres et correspondent un peu mieux à la définition commune de ce qu'on pourrait appeler de l'art. Ça va de l'architecture au cinéma, en passant par les arts visuels. Et cette liste, qui répertoriait les arts à l'époque, est aujourd'hui largement dépassée. Déjà parce que depuis la création de cette liste, d'autres formes d'art ont émergé, mais en plus par le fait que cette liste, en les appelant les arts majeurs, établissait une sorte de hiérarchie entre eux, comme si certains avaient plus de valeur que d'autres. Alors que comme on l'a établi plus tôt, l'art est quelque chose d'éminemment subjectif, et pas réservé à quelques domaines. On voit donc par la suite certains arts émergents essayer de revendiquer une place dans la liste, comme les arts médiatiques, regroupant la radio et la télévision, l'art de la bande dessinée, l'art de la gastronomie, celui du jeu vidéo ou même celui de la calligraphie, et enfin celui de l'art floral ou même celui de la mode. Tous ces arts, ils n'ont pas grand chose à envier à ceux qu'on dit principaux, même si on a souvent tendance à minimiser les nouveaux comparés aux anciens, un peu comme une sorte de poids de la tradition qui le rendrait plus important. Parce que faire de l'art, c'est un réflexe humain qui dure depuis des milliers et des milliers d'années. Depuis les grottes de Lascaux il y a 23 000 ans, en passant par la décoration des tombes des pharaons, puis les transcriptions des bibles par les moines, jusqu'à la création des mangas, l'art a presque toujours existé avec nous. Ce besoin de faire et d'apprécier l'art paraît inscrit en nous au même titre que d'autres besoins naturels. Plus encore, il est souvent le reflet de son temps. Il s'adapte et s'ancre dans les conditions dans lesquelles il émerge. Que ce soit pour marquer un ancrage culturel, comme la Renaissance ou l'humanisme, ou un ancrage historique, comme avec des œuvres illustrant des révolutions ou des guerres. Mais l'art est aussi le fruit d'expérimentations technologiques. L'invention de la peinture à l'huile a permis aux artistes d'inscrire plus de détails dans leurs tableaux, celle de l'imprimerie a permis de démocratiser l'accès à la littérature, et l'invention des films a vu émerger le cinéma comme une nouvelle forme d'expression. On peut aussi penser à certaines couleurs pour les peintres, qui de par la façon dont on les faisait, étaient bien trop chères et donc relativement absentes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on voit pas beaucoup de violet sur les drapeaux, c'est parce qu'avant le 19e, le procédé pour le créer était bien trop coûteux. Mais c'est important de souligner que l'art ne se limite pas seulement au progrès technologique, il en est parfois aussi le moteur. Comme en témoigne l'architecture, qui allie souvent recherche de l'utile et quête esthétique. C'est un domaine qui est constamment à cette frontière. On construit évidemment pour se loger, se défendre ou se rassembler, mais on peut pas s'empêcher de vouloir que ce soit beau. Et parfois, ce besoin de beauté, cette recherche de quelque chose d'esthétique, pousse à innover. Un des meilleurs exemples de ça, c'est le dôme de la cathédrale de Florence. À l'époque, personne ne savait comment le construire. Il était trop grand, trop haut, et surtout sans échafaudage possible. Mais l'architecte Brunelleschi tenait à cette idée. Alors, il a inventé des techniques, que ce soit des machines de levage, un système de briques en spirale, ou alors une double coupole autoportante.
Des engins assez peu testés avant, et tout ça juste pour faire tenir un toit, et surtout que ce toit soit beau. Et c'est là que c'est intéressant, l'art peut naître à cause des contraintes. Comme si c'était justement ces limites techniques, ces règles du jeu, qui poussaient à faire preuve de créativité. Parce que oui, l'architecture, c'est sûrement l'un des arts les plus concrets. C'est l'esthétique, pensée pour durer, pour résister, pour servir. Et ça en dit long sur l'idée même de l'art, c'est pas quelque chose juste pour être joli. C'est chercher à travers un médium à dire quelque chose, à faire ressentir quelque chose. Maintenant, à quoi ça sert ? Et pour savoir ça, je vous propose de plonger quelques instants dans la vie de Van Gogh. Il est aux Pays-Bas en 1853, et à cette époque, l'art, ça ressemble surtout à ça. C'est une époque où la peinture est au croisement entre la fin du romantisme et le début du réalisme. Pour faire simple, le romantisme consistait surtout à représenter des émotions et du drame, une sorte d'idéalisation de la réalité à travers des scènes épiques, alors que le réalisme va lui plutôt prendre le contre-pied de ça et va s'intéresser à la réalité comme elle est, sans exagération. L'objectif est de présenter la vie quotidienne de personnes pas forcément importantes. C'est un mouvement qui naît aussi dans un contexte de forte lutte sociale, et qui va mettre en avant un peu plus le peuple et le quotidien. Quant à Van Gogh, lui, il va commencer sa carrière de peintre plutôt tardivement, à l'âge de 27 ans, après une série d'échecs autant professionnels qu'amoureux. Et il va au départ fortement s'inspirer du réalisme, qui est contrairement à ce qu'il peindra plus tard, plutôt sombre et sans couleurs vives. Autodidacte, il expérimente divers styles avant de se tourner vers l'impressionnisme, caractérisé par un jeu subtil des lumières et une approche plus spontanée. Une méthode qui est moins détaillée mais plus expressive. C'est d'ailleurs cet art qu'il va perfectionner jusqu'à créer son propre style et créer les peintures les plus populaires qu'on connaît aujourd'hui. Pourtant, de son vivant, Van Gogh ne connaît pas le succès. Il vit dans la pauvreté et malgré la passion évidente qu'il insuffle dans ses toiles, il reste incompris. On peut ajouter à ça le fait qu'il ait des problèmes mentaux qui vont l'isoler de plus en plus des autres. Ça va contribuer à faire de lui une sorte de marginal, un artiste un peu fou qui est incapable de peindre correctement. Mais d'un autre côté, ces problèmes mentaux vont aussi alimenter son art, ses tableaux étant très souvent le reflet de son état mental. Sa mise en marge de la société renforce cette idée que son art est la seule chose qu'il maintient en vie, sa seule façon de communiquer avec le monde. Pourtant, malgré toute sa passion qu'il a insufflée dans ses œuvres, ça suffira pas à faire de lui un peintre connu durant sa vie. Mais ça suffira à le faire pendant sa mort. Car, coup du sort, après sa mort, il est devenu l'un des peintres les plus célèbres pour les mêmes raisons qu'il était mis à l'écart de son vivant. Sa façon de peindre qui est si particulière, sa passion sans borne pour la peinture et sa vie similaire à une tragédie, tout ça, a contribué à faire de lui un des peintres qui parle le plus aux gens. Et pour quelqu'un qui n'arrivait pas à se faire comprendre de son vivant, il a pourtant réussi à se faire comprendre par tellement de personnes à travers ses œuvres, qui transmettent tellement d'émotions que le langage paraît presque superflu. Mais alors, qu'est-ce que ça nous apprend sur l'art ? C'est très paradoxal qu'un grand peintre comme lui n'arrivait pas à se faire comprendre par la parole et arrive pourtant à transmettre tellement d'émotions par ses peintures. Mais je pense que ça nous renseigne un peu sur ce qu'est l'art. L'art, c'est pas seulement une chose qu'on produit pour se divertir, c'est une façon de communiquer à part entière. C'est présent tout autour de nous, au point où le concept en devient flou. Et pourtant, c'est quelque chose qui nous rapproche. Parce que pour moi, l'art, peu importe le médium, c'est toujours chargé d'émotions. Ça transcende les mots et ça nous offre une sorte de langage universel qui nous relie tous. Capable même de faire d'un peintre raté qui avait du mal à trouver sa place dans le monde, l'une des personnes les plus éloquentes à travers ses œuvres. You might be asking too much of people. I'd like to share my vision with people who can't see what I see the way I see. Yes, but why? Because my vision is closer to the reality of the world. I can make people feel what it's like to be alive.